C'est l'histoire d'une histoire, celle d'une sculpture d'abord, d'un processus. Comment d'une rencontre fortuite naît une œuvre? Comment Goyeneche a hérité d'un trône venu de Bretagne? Une œuvre d'art n'apparaît pas au petit matin brumeux d'un créateur illuminé par génération spontanée. Elle y a un long accouchement, elle est réflexion et patience, elle est aussi savoir-faire. Elle est goutte à goutte qui peu à peu remplit un vase qui peut-être débordera un jour. Elle est l'espoir de ce débordement. C'est l'histoire de cette histoire, dont la phase laborieuse commença un jour par l'arrivée d'un camion, par celle de la matière première, des plaques rectangulaires. Par la magie d'une poignée d'outils, dont certains fabriqués pour, par la magie d'une main droite et d'une main gauche, elle se transforme peu à peu, se transmute en un trône qui, une fois achevé, livré, installé et fêté, prendra sa vie, son envol et son indépendance. C'est l'histoire d'un trône, celui des rois du monde. Ce que j'espère, c'est qu'il vous la battu. Et maintenant, on va essayer de s'appuyer avec les lampes, t'es prêt? Oui, avec les lampes. On va essayer. Plus qu'une maquette, c'est presque un plan de fabrication. C'est quelque chose qui est en plâtre, qui mesure 73 cm, qui va me servir comme un plan de fabrication pour le trône fini. Pour calculer les hauteurs finales, j'ai pris les mesures indispensables. Donc il me fallait une personne pour pouvant tenir debout à l'intérieur ici, une personne normalement constituant de tuer devant pouvoir tenir debout ici aussi. Les proportions entre tout ça m'ont donné un trône fini de 4 mètres et donc un rapport entre le trône fini et la maquette de 5,6, d'où une échelle de 1 5,6e. Ce qui veut dire que 1 cm sur la maquette représente 5,6 cm sur le trône fini. Le trône sera fait en feuilles de laiton, en plaques de 2,5 mm d'épaisseur, qui vont être découpées dans des plaques. Et chaque ligne rouge ici présuppose une découpe, ce qui me permet de voir un petit peu comment je vais réussir à découper mes plaques suivant les plans. Et chaque ligne rouge sera plus ou moins une soudure. Chaque plaque est ensuite soudée à la précédente au chalumeau. Et on monte plaque par plaque en suivant les découpes comme un patchwork d'une certaine manière. D'accord. Pour rigidifier l'ossature, je vais être obligé, pour éviter d'avoir des soudures sur le milieu n'importe où, qui sont en plus très difficiles à faire, quasiment impossibles, je vais essayer d'utiliser les jointures de plaques et trouver une méthode pour nervurer par l'intérieur et en fait avoir trois plaques, trois plaques sur la même soudure. Une en verticale qui va me faire la structure et deux à l'horizontale qui vont me faire le plan. Le plan. J'ai l'idée. Maintenant, qu'est-ce que va donner la pratique? Honnêtement, ça sera la surprise. Un beau jour, vers avril 2002, un couple d'Anglais en vacances, en Bretagne, s'arrête incidemment dans mon atelier, ouvert comme tous les après-midi. Je ne pouvais pas le savoir, bien sûr, mais c'était Richard Upton et sa femme Rose. Lui est architecte et promoteur. Il était accessoirement à la recherche d'une sculpture pour un lieu particulier, et probablement qu'en descendant l'escalier, il a dû penser que je pouvais faire l'affaire. Il m'a fait venir à Londres en septembre 2002 et m'a emmené dans un endroit complètement délirant. Le genre de truc où tout sculpteur rêve de mettre un jour une heure. La force du lieu, c'est d'avoir été l'ancien quartier général de la marine britannique durant tout l'Empire.
C'est là par exemple que le corps de l'amiral Nelson a été déposé après Trafalgar. C'est au pied de l'observatoire de Greenwich et du méridien du même nom. La vocation du lieu a évolué depuis. Un ensemble de bâtiments abrite aujourd'hui le musée de la marine et un autre une université. C'est là, entre les deux ensembles, qu'il fallait imaginer une sculpture en plein air. Finalement, c'est un lieu de pouvoir devenu un lieu de savoir. J'ai eu toute liberté, avec simplement deux contraintes. Quelque chose qui ne nécessite aucun entretien, et qui par ailleurs puisse donner à penser aux étudiants. Le plus dur finalement sera le premier impératif, qui interdisait la grande majorité de mes matériaux habituels. J'ai finalement retenu le laiton, qui se prête fort bien à cet exercice, d'autant que Roger Joncourt, autre sculpteur et ami, est un grand maître de la technique du laiton en feuille. Les soudures Tetsu, j'arriverai jamais à les faire. Exactement. Les faire propres. Exactement. Tant qu'à jouer sur les lignes de soudure, elle est soudée par l'intérieur. Après, ça te fait un plan de joint extérieur, c'est vernis. Voilà, tous ces soudures-là, tu auras des problèmes. Et celle-ci, tu n'auras pas de problème. Ouais. Une fois que tu seras bien dans le coup, ça, tu vas couler jusque-là et de l'autre côté. Hein. Donc, il faut que tu fasses effectivement tes morceaux là chiants avant, de façon à les présenter. C'est une technique de construction un peu à part dans mon travail. D'abord, du fait que je suis parti d'une maquette, ce qui n'est pas vraiment dans mes habitudes. Ensuite, si j'ai déjà pratiqué ce genre de patchwork d'éléments, c'était à petite échelle, et uniquement pour des parties d'un autre tout. En plus, mon expérience en termes de pseudo-brasure est quasiment nulle. Et la seule chose dont j'étais à peu près sûr en commençant, était que je ne savais pas comment j'allais m'y prendre, ni même si j'y arriverais au bout. Disons que les lignes de l'ensemble sont très tendues. Comme en plus le laiton est un matériau qui se dilate énormément, pour pouvoir avoir des références à peu près correctes, j'ai matérialisé les lignes de jonction entre les plaques par ces fers à béton que je vais enlever et qui me servent de référence pour aligner mes surfaces. Pour l'idée, celle d'un trône s'est finalement imposée assez rapidement, comme une évidence. Pour une sculpture dessinée au Royaume-Uni, après tout, quoi de plus logique. Je voulais qu'elle ait une forme de casque pour l'aspect guerrier,
une certaine tendance à la grecque pour le lieu, un peu phrygienne pour l'origine, un giron vide qui prenne sa dimension lorsqu'il est occupé, un trône surélevé, protégé pour qu'on s'y sente confortable tout en étant coupé du reste, avec une vision étroite de son environnement, comme dans tout pouvoir. Suffisamment ostentatoire aussi pour générer un certain malaise, avec un petit côté ridicule qui puisse faire ressentir toute l'ambiguïté de la situation. Les lignes, quant à elles, sont très marines. Il y a une grande vague, une déferlante instable avec des lignes très tendues. Il y a de la proue de bateau, de la voile, du vent, de l'instabilité. Au final, une grande gueule ouverte, un cri où tu pénètres pour aller t'asseoir. Des points d'arrivée, c'est extrêmement structuré, alors que par opposition, justement, sur le siège en lui-même, ça me paraissait intéressant d'avoir un travail qui, lui, soit apparemment déstructuré. J'aime bien jouer sur les oppositions de toute façon, donc ça me permet de rajouter une opposition à l'intérieur de la structure. Ben voilà, une idée comme ça, c'est pas mal. Il n'y a plus qu'à faire. Moi je vais tourner par ici. Ouais. Là je vais la prendre comme ça. D'accord. Donc toi tu vas tourner dans l'autre sens. Ouais, d'accord. Pour pouvoir la virer, voilà. D'accord. La virer comme ça et puis ma foi, Moi je bouge pas, j'ai pas besoin de me lever ni rien. bah, on va voir ce que ça dit. Non, non. Impeccable. Ça va? Ça va pas mal. On va jusqu'à l'église avec. Attends, j'ai un petit souci.
Pour moi, le sujet, c'est l'ego et le pouvoir, qui sont nos points faibles, les points de départ de tous nos maux, et qui un jour probablement vont nous faire disparaître de la surface de la Terre. Il est bon de les démystifier un peu. Le trône est vide, et n'importe qui peut venir s'y asseoir. Notamment des étudiants destinés à servir ce pouvoir ou à en user. C'est aussi une manière de permettre à chacun de se poser face à lui-même, de faire ses choix de vie, de poser sa quête. Et finalement, simplement de pouvoir s'affirmer soi-même face au monde. Ah, ça fait du bruit en plus, c'est génial. Ah c'est super. Très bien de haut, je suis bien là. J'ai pas l'habitude. Bon, descendre, dis donc, avec une rabatine de litre, c'est plus embêtant quand même. Oui, oui. En 4 mois, j'ai dû arrêter 2-3 jours. Tout compris, hein, le samedi, dimanche. Hein. Je me suis arrêté un samedi, un dimanche et puis un autre jour. Là. Et en moyenne, j'ai dû arriver à poser 3 plaques par jour. Donc, je fais le compte. Par contre, en plaque de départ, c'est facile puisque c'est les commandes. J'arrive à 40 mètres carrés, ce qui est quand même pas ridicule pour une case de 4 mètres. Wow. Ah oui. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on est bien ici. Je sais pas si je vais redescendre idéalement. Et en fin de compte, est-ce que tu es attaché à ta sculpture? C'est assez ambigu, tu vois, et d'une part tu es dedans tous les jours, donc tu n'as pas vraiment l'impression de l'avoir avancé, c'est un peu comme tous les matins tu remets le collier, tu vois, et puis tu rattaques, parce que l'objectif il faut tenir la distance, faut arriver au bout. Hein. Donc et puis il y a aussi le fait que, pour une fois, j'attaque quelque chose en sachant pertinemment que dès qu'elle va être finie, elle va s'évaporer et je ne la verrai plus. Enfin, je la verrai quand j'irai à Londres, oui. Mais bon, je ne vais pas à Londres tous les matins, donc on peut dire que quasiment je ne la verrai plus. Et dans ton état d'esprit, ça fait quelque chose, parce que tu fais quelque chose en sachant que de toute façon elle s'en va. Elle est déjà plus à toi. Tu es en train de la faire que déjà elle n'est plus à toi. Là, quand les plaques sont en bonne position, que ça ne bouge pas, c'est quand même tout facile.
Manipuler une sculpture de 4 mètres de haut, 3 mètres 10 par 1 mètre 60, le tout pour 800 kg, n'est pas un exercice très facile. Et je dois dire, ça m'a occupé l'esprit pendant un bon moment, avant d'essayer d'imaginer une solution qui permette de la manipuler, de la coucher, de la relever. Rien que la première étape, qui consiste à coucher la sculpture sur le côté, avec tout le porte-à-faux que ça représente, n'est pas un exercice très facile. La catastrophe a été évitée de justesse, ce qui a démontré que la solidité de l'emballage bois était adaptée à la manipulation. Enfin, tout s'est bien passé, avec un chauffeur qui heureusement était d'une grande dextérité et d'un professionnalisme avéré. Pour une première expérience de transport international, ça a été relativement instructif. La première chose à savoir est que l'itinéraire est imposé par la préfecture. Et il n'a rien à voir avec la ligne droite. Il est fonction des largeurs de route, de la circulation, des accessibilités, des hauteurs de passage. Et donc, partant de Lanmeur, plutôt que d'aller à Saint-Malo, qui aurait été le point le plus proche pour rejoindre Plymouth, on a été obligé d'aller jusqu'à Cherbourg. C'est une expérience intéressante que de devoir suivre un camion à travers toute la Bretagne et la Normandie, transportant une sculpture en convoi exceptionnel, sans compter les aléas de la route, évidemment, les difficultés de compréhension entre les uns et les autres. On a même dû à un moment, faute de suivre l'itinéraire officiel par la carte, devoir couper un petit peu et passer par les petites routes. Arrivé de nuit à Cherbourg assez tard, vers 9h30, 10h du soir, et lever tôt le lendemain matin pour pouvoir prendre le ferry à 5h et arriver en Grande-Bretagne.
juste dans le fond. Donc là, on a l'entrée de l'université, qui était l'entrée principale. Là, c'est l'ancien hôpital maritime, le gros bâtiment rouge. Là, celui-là. Et c'est l'arrière du Devonport Court, tout ça là. Et la cour elle-même, on va être obligé de faire le tour du pâté de maison. La réaction des passants était extrêmement positive. Entre la curiosité, l'intérêt, essayer de comprendre pourquoi ce trône, pourquoi cet endroit, quelle était sa fonction. Le temps d'accorder nos violons, ce qui n'a pas été très facile, puisque l'équipe d'une dizaine de personnes qui nous attendait était à majorité russe. L'ingénieur en chef était britannique, l'interprète était français, et coordonner tout ça n'était pas très facile. La dalle en ardoise est magnifique. Elle est constituée de 2 éléments de 2,15 m de long sur 1 m de large, 2 dalles d'ardoise venues du pays de Galles, du nord du pays de Galles, et installées il y a à peine quelques jours, en attendant l'arrivée de la sculpture. La mise en place finale, elle, a été un petit peu plus délicate, avec le percement des pieds, des fixations, des broches, le scellement du tout, qui s'est fini assez tard dans la nuit, ce qui nous a fait une journée commencée à 4 h du matin et qui s'est finie à 11 h du soir. Il faut avouer qu'une fois en place, le résultat est plutôt intéressant. La Devonport Court prend une autre dimension, l'harmonie générale, les couleurs, les proportions, tout ça est plutôt bien. Puissent ceux qui vont s'asseoir ici avoir le courage d'être vrais envers eux-mêmes. Le monde est un royaume pour qui se cherche. Ah bah ils le savent. Ouais.